Lorsque les experts sont retournés à la maison de la rue de la Providence, tout semblait trop parfait. Les sols brillaient, les meubles étaient soigneusement rangés. Pourtant, c'est précisément cette propreté stérile qui a rendu l'enquêteur Jean-Luc Moreau méfiant. Une première inspection a révélé une forte odeur de chlore, ce qui soulevait déjà des questions. Cette fois, il a décidé de vérifier la pièce avec un réactif. Dans la pièce, la lumière a été éteinte. Les techniciens de la police scientifique ont commencé à vaporiser du luminol. Au même instant, le parquet et les parties inférieures des murs se sont illuminés d'une lueur bleue. D'abord des taches isolées, puis des traînées entières. Il semblait que quelque chose de lourd avait été traîné sur le sol. Des éclaboussures caractéristiques sont apparues à l'ouverture de la porte, et dans les coins, on pouvait voir que la surface avait manifestement été frottée pour effacer des traces. Des photographes ont immortalisé chaque zone. Des spécialistes ont posé des marqueurs. Tout cela ressemblait à une carte sur laquelle les trajectoires de mouvement dans la pièce étaient dessinées. Et plus le traitement durait, plus il devenait clair. Quelque chose de grave s'était passé dans cette maison. Dans le rapport officiel des experts, une formulation claire est apparue. Vaste trace de sang humain, lavées à l'aide d'une substance chlorée. La version d'une disparition accidentelle a été écartée. Désormais, l'affaire était traitée comme un crime. Et la première personne à laquelle la police a posé des questions était la propriétaire de l'appartement, Isabelle Dubois. La maison, dans laquelle les techniciens de la police scientifique venèrent de constater d'importantes traces, ne différait extérieurement pas de dizaines d'autres à Marcinelle. Une petite façade en briques, des volets propres, une cour bien entretenue. Selon les documents, une femme nommée Isabelle Dubois y vivait. Au moment des faits, elle avait 34 ans. Elle travaillait dans une agence d'assurance locale, n'avait pas de casier judiciaire et payait toujours ses charges à temps. Les voisins la connaissaient comme une mère élevant Léo, un garçon de 8 ans. Sur les photos des réseaux sociaux, une femme aux traits doux souriait. Les légendes étaient simples, sorties en famille, visites au parc, quelques photos de vacances. Tout semblait être ce que l'on aime montrer, une vie tranquille et paisible. Personne n'aurait pensé que cette maison se retrouverait sous les lampes des techniciens de la police scientifique quelques jours plus tard. Le quartier de Marcinelle lui-même n'avait pas non plus mauvaise réputation. C'est un quartier ouvrier à la périphérie de Charleroi. Des familles avec des revenus stables y vivent. Il y a une école, une pharmacie, un café au coin de la rue. En été, les voisins placent des chaises en plastique devant leur maison, discutent et veillent les uns sur les autres. Tout le monde se connaît. Dans cet environnement, Isabelle semblait tout à fait organique. Elle était décrite comme une femme calme, discrète, mais qui n'a jamais éveillé de soupçons. L'enquête a immédiatement reçu de nombreux témoignages de voisins, et tous s'accordaient sur un point, les Dubois donnaient-ils l'impression d'une famille ordinaire. L'un des voisins a déclaré dans sa déposition officielle « Nous la voyions tous les jours. Elle semblait attentionnée, et le garçon était toujours soigné et poli. Nous n'avions aucun doute que tout allait bien chez eux. » Ce contraste entre la réalité constatée par les techniciens de la police scientifique et l'image de la « famille tranquille » est devenu le premier point sérieux de l'enquête. Extérieurement, la maison semblait être un modèle de prospérité, mais l'expertise avait déjà montré le contraire. Ensuite, il fallait clarifier comment cette fissure entre l'image visible et la vérité cachée était apparue et pourquoi Isabelle est devenue le centre de l'enquête. Le 17 octobre, Isabelle Dubois a appelé la police de Charleroi. Elle a signalé la disparition de son fils Léo. Selon ses dires, il était parti à l'école la veille au matin et n'était plus rentré chez lui. Pour le policier de garde, de tels signalements étaient routiniers. En moyenne, les parents signalaient une disparition plusieurs fois par mois. Normalement, tout se terminait assez rapidement. La personne était retrouvée chez des parents ou des amis. Parfois, il s'avérait qu'un adolescent évitait délibérément de rentrer chez lui en raison d'un conflit familial. Mais ici, la situation semblait différente. Isabelle paraissait sûre d'elle. Elle répétait sans cesse la même chose. Son fils n'avait jamais été en retard sans prévenir. Il avait toujours respecté son emploi du temps. Dans sa voix, il n'y avait aucun doute. Elle parlait de l'événement comme d'un incident troublant et inhabituel pour lui. La police a noté les informations, établi un signalement et a commencé les démarches habituelles. Ils ont contacté l'école. Il a été confirmé que Léo n'était effectivement pas présent en classe. Ils ont appelé les proches de la famille, vérifié s'il était allé chez des parents. Les réponses étaient les mêmes. Personne ne l'avait vu depuis la veille au matin. Ce détail a immédiatement fait passer l'affaire dans une catégorie plus sérieuse. En fin de soirée, l'histoire est devenue publique.
une chaîne de télévision locale a tourné un court reportage devant la maison des Dubois. À l'image, Isabelle, les yeux rouges, visiblement bouleversée. Elle était assise directement devant la caméra et répétait une supplication. « Ramenez-moi Léo ». Le reportage a provoqué une réaction immédiate. Des photos du garçon ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Des voisins ont formé des équipes de recherche bénévoles. Dans le quartier de Marcinelle, des dizaines de personnes sont sorties avec des lampes de poche, fouillant les cours, les parcs et les zones industrielles. Les voitures des volontaires ont roulé toute la nuit dans les rues. La ville s'est mobilisée. Il semblait que la disparition de ce garçon était devenue un malheur commun pour tout le quartier. Des tracts imprimés étaient affichés dans les pharmacies et les magasins, des avis de recherche étaient distribués dans les transports en commun, des enquêtes étaient menées dans les écoles. Tout cela ressemblait à un exemple de la façon dont une société peut agir en front uni. Pourtant, à ce moment-là, un fossé a commencé à se creuser entre la version officielle et les données réelles. Les gens croyaient à l'histoire de la disparition. La police suivait le protocole d'une opération de recherche. Isabelle jouait le rôle de la mère dont l'enfant avait disparu. Mais les experts savaient déjà. Sa maison recelait des traces qui ne correspondaient en rien à la version qu'elle racontait. Cette contradiction est devenue le point de départ. En surface, recherche et compassion de toute la ville. Au fond, des faits qui pointaient dans une direction complètement différente. Et c'est là que commença pour les enquêteurs une nouvelle phase, où chaque action, chaque mot d'Isabelle Dubois devait être examiné au microscope. Les 24 premières heures après le signalement d'Isabelle, la police a travaillé selon le schéma habituel. Toute l'attention était portée sur la recherche de Léo. Ils ont vérifié l'école qu'il fréquentait, parlé avec ses camarades de classe et ses professeurs. Personne ne l'avait vu depuis le matin de la veille. Des agents de la police judiciaire ont examiné les enregistrements des caméras aux arrêts de bus et interrogé les chauffeurs de bus. Il n'y a eu aucun résultat. Parallèlement, des équipes de recherche se sont formées. Le soir, des dizaines de personnes se sont rendues dans le quartier de Marcinelle. Policiers, bénévoles, voisins. Avec des lampes de poche et des chiens, ils ont fouillé les cours, les parkings souterrains et les rives de la Sambre. Ces lieux de Charleroi sont toujours vérifiés en premier lorsqu'il s'agit d'une disparition. La nuit, les patrouilles se sont également rendues dans la zone industrielle. Mais les recherches n'ont apporté aucune piste. À ce moment-là, l'enquêteur Jean-Luc Moreau a décidé de se concentrer sur l'appartement des Dubois. Formellement, une telle inspection fait partie du protocole habituel, mais son expérience lui disait que des détails pourraient bien se cacher ici, échappant à l'attention. Lorsque le groupe d'experts est entré dans la maison, il a immédiatement remarqué qu'elle semblait trop soignée. Dans le couloir, il n'y avait pas un seul objet superflu. Dans la cuisine, un évier impeccablement propre. Les fenêtres étaient nettoyées. Cela ressemblait plus à une visite d'appartement avant la vente qu'à un appartement habité en permanence. La plus grande bizarrerie est apparue dans le salon. Le sol brillait comme s'il avait été lavé plusieurs fois de suite. L'odeur de chlore était si forte que l'un des techniciens de la police scientifique a ouvert une fenêtre pour aérer. À l'ouverture de la porte, la teinte du parquet différait du reste. Les lattes étaient à plus claires, comme si à cet endroit précis, le nettoyage avait été particulièrement minutieux. Moreau savait exactement. De telles bagatelles ne devraient jamais être considérées comme un hasard. Il a noté l'observation dans le rapport. Une forte odeur de substance chlorée a été détectée dans le salon. Le sol présente des signes de nettoyage humide récents. Dans les documents, cela ressemblait à une note sèche. Mais pour lui, c'était un signal. L'image était trop anormale pour une maison où une famille avait récemment vécu. L'inspection ultérieure de l'appartement n'a rien révélé de nouveau. Aucune trace de lutte, aucun objet pouvant indiquer un événement. Tout semblait comme si les occupants avaient essayé de donner l'apparence d'un ordre parfait. Et dans ce contraste, entre la disparition de Léo et la stérilité de son domicile, l'idée est venue aux enquêteurs pour la première fois qu'il y avait plus, ici qu'une simple histoire de disparition. C'est précisément ce contexte qui a servi de base à la prochaine étape. Moreau a demandé une enquête approfondie, à l'aide de réactifs spéciaux et d'un éclairage ultraviolet. Une décision qui, à ce moment-là, semblait être une mesure technique, a en réalité ouvert la voie aux preuves les plus importantes de cette affaire. Lorsque l'histoire de la disparition de Léo est parvenue aux médias, toute la ville n'a vu Isabelle Dubois que sous un seul angle. C'est une femme qui a perdu ce qu'il y a de plus précieux, et maintenant, il ne lui reste plus qu'une chose, demander de l'aide. Les caméras de télévision montraient son visage en larmes. Les journalistes ont remarqué qu'elle tenait à peine debout. Dans l'émission, on entendait ces mots « Je vous en prie,
ramenez-le à la maison. Dans ce contexte, les voisins l'ont appelée la pauvre mère. Des volontaires ont raconté qu'elle avait elle-même participé à la distribution de tracts et cherché avec eux. Sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à commenter que sa douleur était une tragédie commune du quartier. Mais la police avait une autre approche de ces cas. Chaque enquêteur savait, les proches sont toujours les premiers à être examinés. Ce n'est pas un préjugé, mais une règle qui s'est avérée maintes fois dans la pratique. C'est pourquoi, malgré l'image publique d'Isabelle, l'attention de la police judiciaire s'est progressivement concentrée sur elle. Le premier interrogatoire a révélé des particularités étranges dans son comportement. Elle répondait calmement, ne trébuchait pas et racontait les derniers jours presque sans interruption. Dans ses mots, il n'y avait aucune erreur. Tout semblait comme si elle avait appris la séquence des événements à l'avance. Le rapport de Moreau notait « La déclaration est faite de manière régulière et sans délai. Les formulations se répètent comme un texte appris par cœur. » Pour un enquêteur expérimenté, c'était un signal alarmant. Une personne qui subit un choc bégaye généralement et se souvient de détails de manière incohérente. Ici, tout se déroulait comme un scénario. Sa version était la suivante. Le matin, elle a emmené son fils à l'école, est rentrée à la maison et a fait ses tâches habituelles. Plus tard, quand il aurait dû rentrer, il n'était pas là. D'abord, elle a prétendument pensé qu'il avait été retardé chez des amis, mais a ensuite décidé d'alerter la police. À première vue, l'histoire était cohérente. Mais quand on a commencé à chercher des témoins qui pourraient confirmer ses dires, des questions ont surgi. Aucun voisin n'avait vu Léo ce jour-là sur le chemin de l'école. Les professeurs ont dit qu'il n'était pas venu en classe. La vérification des horaires de bus et l'interrogatoire des chauffeurs n'ont pas non plus aidé. Pendant ce temps, Isabelle a continué à participer activement aux recherches. Elle est allée voir les volontaires, a parlé à la presse et a discuté avec des personnes qui offraient leur aide. Dans ces scènes, elle semblait convaincante. Mais Jean-Luc Moreau prêtait de plus en plus attention à de petites incohérences. Quand elle parlait devant la caméra, ses phrases étaient identiques. Elle répétait les mêmes mots. Dans son comportement, il n'y avait aucune impulsivité, qui se manifeste normalement chez une personne en état de désespoir. Même dans les moments où d'autres essayaient de la soutenir, elle gardait le même ton, doux mais posé. Au sein du service, on ne s'est pas empressé de lui donner le statut officiel de suspecte. Cela aurait pu créer un tollé et ralentir les recherches. Mais au sein de l'équipe, tout le monde comprenait. Il fallait la maintenir sous contrôle constant. La décision a été prise tacitement. Toutes les nouvelles preuves et témoignages devaient être vérifiés et comparés aux actions et aux paroles d'Isabelle. C'est ainsi qu'elle a obtenu le statut informel de premier et principal objet d'observation. Publiquement, elle restait la mère qui implorait de l'aide. Mais dans les dossiers de l'enquête, son nom figurait déjà sous la rubrique « Contrôle ». Désormais, chacun de ses mouvements et chacun de ses mots faisaient partie de l'enquête. Et c'est là qu'une nouvelle orientation de l'affaire a commencé à prendre forme. Lorsque les enquêteurs ont commencé à vérifier les paroles d'Isabelle, la première chose qui a frappé, ce sont les incohérences temporelles. Elle affirmait que son fils était allé à l'école le dimanche et n'était pas rentré par la suite. Mais dans l'emploi du temps de l'école qu'il fréquentait, le dimanche était un jour de congé. L'école n'était pas ouverte. Cette simple information a immédiatement détruit sa version. Les policiers ont demandé le registre de présence. Il y était clairement indiqué « Léo avait été enregistré pour la dernière fois en classe le vendredi 14 octobre. Il n'y avait pas de cours le samedi et le dimanche. Cela signifie que le récit de la mère, selon lequel il était « allé à l'école le dimanche », est impossible. Cette imprécision ne ressemblait pas à une erreur fortuite dans ses paroles, mais à une tentative délibérée de décaler le moment de la disparition. Ensuite, les enquêteurs se sont tournés vers des témoins. L'interrogatoire des voisins a révélé que certains enfants des maisons voisines se souvenaient avoir vu Léo le vendredi soir. Il jouait avec eux dans la cour, puis est rentré rapidement à la maison quand il a fait nuit. Après cela, aucun des voisins ne l'a plus revu. Le samedi, il n'était ni dans la cour, ni chez des amis. Ces témoignages concordaient avec le registre scolaire et confirmaient que le point de départ ne devait pas être le dimanche, mais le vendredi. Pour les enquêteurs, c'était la première rupture sérieuse entre la version officielle d'Isabelle et la réalité objective. Les psychologues qui travaillent à la police savent exactement. Les parents en situation de stress peuvent confondre les jours, oublier des détails. Mais dans ce cas, il s'agissait d'un événement précis, l'école. Et si une mère insiste sur le dimanche, bien qu'elle sache que l'école n'est pas ouverte ce jour-là, ce n'est plus de l'oubli, mais une distorsion délibérée. Moreau consigne tout cela dans le rapport.
une contradiction a été constatée entre les déclarations d'Isabelle Dubois et les données réelles. Selon ses dires, son fils est allé à l'école le dimanche. La vérification confirme, l'école n'est pas en activité ce jour-là. La dernière présence confirmée par des témoins se réfère au vendredi 14 octobre. Au sein du service, cette divergence a immédiatement été qualifiée de premier mensonge. Un mensonge dans la chronologie est toujours important, car le temps renseigne sur le moment et le lieu où il faut chercher. Si une mère décale délibérément la date de la disparition, cela signifie qu'elle essaie de masquer une période pendant laquelle quelque chose de critique s'est produit. Après cela, l'enquête a cessé d'être une recherche formelle d'une personne disparue. Chaque détail de l'histoire d'Isabelle a été examiné à la loupe. Tout a été vérifié. Avec qui elle avait parlé, où elle se trouvait ces jours-là, quels appels elle avait passés. L'incohérence avec l'emploi du temps scolaire est devenue le point à partir duquel la police ne pouvait plus se fier à ses paroles sans vérification. Un tel tournant a modifié la dynamique de l'affaire. Isabelle a cessé d'être, aux yeux des enquêteurs, simplement la mère qui a perdu son fils. Elle est devenue une source de contradiction, et chacune de ses paroles était notée avec une attention particulière. Plus les enquêteurs plongeaient dans les détails, plus il devenait évident que le comportement d'Isabelle différait de celui que les parents adoptent habituellement dans des circonstances similaires. Dès le début, elle a volontiers accordé des interviews aux journalistes, a communiqué activement avec les volontaires et a cherché toutes les occasions de rester au centre de l'attention. Cependant, derrière cette activité extérieure, les policiers ont vu autre chose, une froide sérénité, là où auraient dû se trouver des émotions chaotiques et contradictoires. Les premiers doutes se sont renforcés lorsqu'il a été question du détecteur de mensonges. Les enquêteurs lui ont proposé de passer un test au détecteur pour confirmer la sincérité de ses paroles. Isabelle a refusé. L'explication semblait simple. Elle affirmait être sous un stress intense et les résultats pourraient être faussés. Formellement, elle avait le droit de refuser et la police ne pouvait pas la forcer à passer le test. Mais dans les dossiers de l'affaire, ce détail est resté consigné comme une note. Examen au polygraphe refusé à l'initiative de la mère. Pour Moreau, cela est devenu une autre pièce du puzzle de la méfiance grandissante. Parallèlement, les premiers témoignages sont arrivés. L'un des voisins a rapporté qu'il avait vu la voiture d'Isabelle dans la nuit du dimanche au lundi. La voiture a quitté la cour vers minuit. Pour le quartier de Marcinelle, c'était inhabituel. Les rues sont vides la nuit et de tels trajets sont immédiatement remarqués. Lorsque les enquêteurs ont interrogé Isabelle sur ses trajets nocturnes, elle a déclaré qu'elle était restée à la maison. L'écart était trop évident. Des vérifications supplémentaires n'ont fait qu'accentuer les soupçons. Le relevé des appels téléphoniques a révélé des lacunes sans activité précisément pendant les heures où sa voiture, selon le témoignage, était partie. Pour les enquêteurs, cela ressemblait à une tentative de cacher une partie de ses actions. Moreau a assemblé ces faits. D'une part, l'image publique d'une mère en deuil, prête à tout pour les recherches. D'autre part, le refus du détecteur de mensonges, les incohérences dans les récits et le témoignage d'un trajet nocturne. Tout cela a formé un tableau où le rôle extérieur différait fortement de la réalité. Sur la base de ces incohérences, Jean-Luc Moreau a rédigé un rapport demandant une nouvelle perquisition. Il ne s'agissait plus d'une inspection formelle de l'appartement, mais d'une véritable expertise criminelle utilisant des réactifs chimiques et des équipements ultraviolets. Cette décision devait permettre aux policiers d'accéder aux preuves qui étaient jusqu'alors restées cachées derrière une couche de propreté et l'odeur de chlore. Le 21 octobre, l'équipe d'enquêteurs est retournée à la maison des Dubois. Cette fois, Jean-Luc Moreau lui-même est venu avec les techniciens de la police scientifique. Il ne s'agissait plus d'une inspection formelle, mais d'une expertise complète. Les spécialistes ont apporté des lampes ultraviolettes portables et un réactif utilisé dans les cas les plus complexes. De l'extérieur, la maison semblait toujours impeccable. Des fenêtres propres, une pelouse uniforme, des volets fermés. Mais, à l'intérieur, régnait un silence tendu. Le salon a été préparé pour le traitement. La lumière a été éteinte, les rideaux tirés. Seuls les techniciens de la police scientifique et quelques enquêteurs sont restés dans la pièce. D'abord, une petite surface du parquet à l'ouverture de la porte a été vaporisée avec la solution. Quelques secondes se sont écoulées et la surface s'est illuminée. Puis, toute la pièce a été traitée. Il est alors devenu clair. Pratiquement chaque mètre carré du sol et de la partie inférieure des murs était couvert de traces. L'image ressemblait à une toile chaotique. De larges traînées s'étiraient sur le sol, comme si l'on avait essayé de déplacer quelque chose de lourd. Des éclaboussures irrégulières apparaissaient sur les murs.
Dans un coin, près du fauteuil, une zone où les taches étaient particulièrement denses se dessinait. Là, on pouvait aussi clairement distinguer des zones où des traces avaient manifestement été effacées. Des traînées caractéristiques montraient que le nettoyage n'avait pas été unique, mais multiple. Les photographes ont tout immortalisé. Les appareils photo cliquaient sans relâche. Les images montraient ce qui, à la lumière normale, ressemblait à une surface impeccablement propre. Pour les enquêteurs, ce fut un tournant. La disparition de Léo n'était plus un cas de personne disparue. Devant eux se trouvaient des preuves qu'un événement s'était produit dans la maison, que l'on tentait soigneusement de dissimuler. Le rapport officiel était sobre. Lors du traitement de la pièce avec un réactif, de nombreuses traces de fluide biologique ont été découvertes sur le sol et les murs du salon. Les traces ont été traitées à plusieurs reprises avec des agents chlorés. Mais derrière la formulation sèche se cachait l'essentiel. La police avait obtenu la confirmation directe que la version de la mère ne correspondait pas à la vérité. Sur la base de l'expertise, l'affaire a été reclassée. Au lieu de la recherche d'un garçon disparu, une enquête pour un crime contre la vie a été menée. Après cela, la disparition de Léo n'était plus, pour la police, une escapade secrète ou un retard accidentel. Au centre de l'attention se trouvait la maison des Dubois elle-même, et la principale source de réponse était sa propriétaire. Après cette étape, l'enquête est passée à un niveau complètement différent. De la recherche dans les rues de la ville à la reconstruction méthodique de ce qui s'était passé derrière les portes closes de cette maison. Le luminol a fourni à la police une image visuelle, une lueur bleutée sur le sol et les murs qui ne laissait aucun doute sur ce qui s'était passé dans le salon. Mais pour une procédure pénale, cela ne suffisait pas. La seule lueur ne peut pas être présentée comme preuve devant un tribunal. Il fallait confirmer la composition chimique, effectuer une analyse génétique et vérifier s'il y avait d'autres traces cachées. C'est précisément pour cette raison que tous les échantillons de la scène de crime ont été envoyés au laboratoire de la Gendarmerie royale. Le travail a commencé par une analyse biologique classique. Une quantité suffisante de matériel pour une investigation a été trouvée à la surface du parquet et des murs. Les premiers résultats ont montré qu'il s'agit de sang humain. Ensuite, les spécialistes ont effectué une expertise ADN. Pour comparaison, le profil biologique de Léo a été utilisé, prélevé à l'avance. Des échantillons de sang de lui avaient été conservés dans son dossier médical après une hospitalisation dans sa jeunesse. La correspondance était de 100%. Le rapport du laboratoire notait « Identification effectuée, le matériel génétique appartient à Léo Dubois ». Ce résultat était décisif. Jusqu'à présent, les enquêteurs n'avaient que des preuves indirectes. L'odeur de produits chimiques, un sol trop propre, le comportement étrange de la mère. Maintenant, il y avait une base scientifique qui confirmait. Il y avait effectivement du sang de Léo dans la maison, et on avait essayé de le nettoyer. Mais les experts sont allés plus loin. Ils ont examiné le drain de la salle de bain. La méthode est simple. Même après plusieurs nettoyages, des microparticules d'origine biologique restent dans les siphons et sur les surfaces internes des tuyaux. Là, les techniciens de la police scientifique ont trouvé des fragments microscopiques de tissus osseux. Ils ont été prélevés et envoyés pour analyse médico-légale. L'expertise était sans équivoque. Des microparticules de tissus osseux humains ont été trouvées dans le siphon de la salle de bain. Voie d'introduction la plus probable, rinçage lors du nettoyage de la pièce. En d'autres termes, des actions liées à l'élimination de traces ont eu lieu dans la salle de bain. Cela ne pouvait pas être un hasard. Combinés, ces résultats ont complètement changé la compréhension de l'affaire. La disparition de Léo ne pouvait plus être expliquée par une fugue ou un accident en dehors de la maison. Les experts ont montré que tous les événements décisifs se sont déroulés dans l'appartement d'Isabelle. C'est là que se trouvait la source de sang. C'est là aussi que des produits chlorés ont été utilisés pour le nettoyage. Et c'est précisément là que les restes ont été évacués, dans l'espoir que l'eau emporterait les traces. Après la réception du rapport par le procureur, un avis officiel a été émis. Il est devenu un tournant pour l'ensemble de l'enquête. La mort de Léo Dubois est survenue à la maison de la rue de la Providence. Une tentative de dissimulation de traces et de destruction de preuves a été constatée. À partir de ce moment, l'enquête a eu le droit de reclasser l'affaire. Il ne s'agissait plus de la recherche d'un garçon disparu, mais de l'enquête sur un crime grave contre la vie. Cela a automatiquement étendu les pouvoirs de la police. Des perquisitions supplémentaires pouvaient être effectuées, des comptes bancaires vérifiés et les mouvements des suspects suivis. Et au centre de toutes ces procédures, Isabelle Dubois restait inchangée. Chacun de ses pas,
Le moindre détail de sa biographie et de son comportement n'était plus examiné dans le contexte du chagrin d'une mère, mais au niveau de soupçons directs. Lorsque l'expertise confirma que la tragédie avait eu lieu dans la maison, la police obtint la possibilité de demander une analyse complète des communications téléphoniques d'Isabelle. C'est une procédure standard qui révèle souvent plus que les paroles des personnes impliquées elles-mêmes. Dans de tels cas, les appels et les messages deviennent un miroir des relations et actions réelles. Dans les rapports des opérateurs, une chose frappa immédiatement. Dans les jours précédents et suivant la date présumée de la disparition de Léo, le même numéro apparaissait sans cesse dans le journal des appels. Et pas de manière accidentelle, mais systématiquement. D'abord de courts appels le soir, puis des conversations de plusieurs heures. Dans la nuit du 14 au 15 octobre, plusieurs appels consécutifs avec des intervalles minimes. Et dès le 16, lorsque Léo était censé ne pas être rentré de l'école, une nouvelle série de contacts avec ce correspondant suivait. Pour les enquêteurs, cela semblait étrange. Lors de ces interrogatoires, Isabelle affirmait qu'après la disparition de son fils, elle pouvait à peine communiquer avec qui que ce soit, qu'elle n'avait pas la force d'appeler ou de parler de ce qui s'était passé. Mais les relevés détaillés montraient le contraire. Pendant les heures où elle disait être totalement seule, son téléphone portable enregistrait des contacts intenses avec une personne en particulier. La police a identifié le propriétaire du numéro. Il s'agissait d'Antoine Legrand, 42 ans, marié, résidant dans un quartier voisin. Sur le papier, un homme respectable, travaillant dans une entreprise de construction. Rien dans sa biographie n'aurait pu éveiller les soupçons. Mais c'est précisément lui qui était le principal destinataire des appels d'Isabelle. La vérification a confirmé encore plus. Il existait une relation clandestine entre eux. Ils se rencontraient, fréquentaient, en dehors de la maison et cachaient leur relation aux voisins et aux connaissances. Officiellement, ils n'étaient que des connaissances. Mais les relevés téléphoniques montraient que la communication était régulière et confidentielle. Dans les dossiers de l'affaire, la formulation suivante a été conservée. Le fait de contacts personnels et réguliers entre Isabelle Dubois et Antoine Legrand a été établi. Les contacts se sont poursuivis même après la date de la disparition de Léo. Ce fait compliquait la situation. Jusqu'à ce moment, la police considérait Isabelle comme la seule participante possible aux événements. Mais maintenant, la version « elle a agi seule » était remise en question. Un nouveau personnage est apparu qui pourrait en savoir plus qu'il ne le disait. Le détective Moreau y vit un tournant sérieux. Si Isabelle cachait une partie importante de sa vie aux enquêteurs, les motifs et les circonstances de l'affaire devaient être examinés plus largement. La prochaine étape était l'interrogatoire d'Antoine Legrand et la vérification de son emploi du temps les jours de la disparition de Léo. Les enquêteurs comprirent. Pour élucider les motivations d'Isabelle, il fallait examiner non seulement son comportement actuel, mais aussi son passé. À première vue, il n'y avait aucune raison valable pour qu'elle soit au centre d'une telle enquête. Elle n'avait pas de casier judiciaire, menait une vie tranquille, travaillait dans une compagnie d'assurance et côtoyait les voisins au quotidien. Pourtant, plus la police plongeait dans sa biographie, plus il devenait clair. Cette histoire avait une couche intérieure que l'entourage ne voyait pas. Le dossier contient des procès-verbaux d'interrogatoire de ses proches. Il s'est avéré que la famille Dubois avait toujours été caractérisée par sa rigueur. Les parents d'Isabelle étaient des personnes profondément religieuses et imposaient des exigences démesurées à leur fille. Pour eux, la réputation, l'apparence extérieure, la manière dont la famille était perçue par les voisins comptaient. Lorsque Isabelle est tombée enceinte hors mariage dans sa jeunesse, ses parents l'ont pratiquement répudiée. La relation s'est brisée et pendant de nombreuses années, elle a vécu seule, essayant à tout prix de prouver qu'elle pouvait se débrouiller. Ces faits ont aidé à expliquer sa vulnérabilité particulière. Toute son adolescence a été sous la pression de la phrase « Que vont dire les gens ?» Pour elle, il n'y avait rien de pire que la honte. Cette peur est devenue le fondement de son caractère. Ses proches la décrivaient comme une personne réservée, constamment effrayée par le jugement. Même dans les petites choses du quotidien, elle s'efforçait d'être correcte. L'image extérieure a toujours été plus importante pour elle que les sentiments intérieurs. Au travail, les collègues ont remarqué le même trait de caractère. Isabelle s'efforçait toujours de paraître calme, soulignant que tout allait bien pour elle. Même en cas de difficulté à la maison, elle ne montrait jamais de faiblesse en public. Lors des interrogatoires, des connaissances se sont souvenues. Elle s'efforçait trop d'être impeccable. Tout chez elle devait paraître parfait. Les psychologues, impliqués dans l'enquête, ont souligné cette caractéristique comme étant cruciale. Leur rapport stipulait « Pour Dubois,
Le maintien d'une image extérieure de bien-être est un modèle de comportement dominant. Dans une situation critique, ce modèle peut conduire à une perception déformée et au refoulement de la réalité. Cela expliquait pourquoi son comportement semblait si lisse et préparé. Elle ne se contentait pas de faire une déclaration. Elle continuait à jouer le rôle auquel elle s'était habituée depuis sa jeunesse. Le rôle d'une femme qui a tout sous contrôle, même lorsque le contrôle avait en réalité été perdu. Ces conclusions ont aidé les enquêteurs à la considérer non seulement comme un personnage avec des preuves accablantes, mais aussi comme une personnalité dont les caractéristiques psychologiques auraient aussi pu influencer directement le déroulement des événements. Et ensuite, la police a commencé à examiner non seulement son propre passé, mais aussi les relations qu'elle cachait soigneusement à son entourage. Au moment où les expertises confirmaient le sang de Léo dans la maison et la connexion d'Isabelle avec Antoine Legrand, la police avait déjà suffisamment d'éléments pour passer aux interrogatoires actifs. Mais la tâche cruciale n'était pas d'écouter ses explications antérieures, mais de la pousser à se contredire. Les enquêteurs comprenaient, les deux tiendraient bon jusqu'au bout, et l'issue de l'affaire dépendrait de qui craquerait le premier. Isabelle fut conduite dans la salle d'interrogatoire tôt le matin. Dans la pièce se trouvaient une table, 2 chaises et un dossier de photos prises d'après le traitement du salon au luminol. On lui demanda de raconter sa journée du vendredi 14 octobre. Elle se tut. Pendant plusieurs minutes, elle secoua seulement la tête et dit « J'ai déjà tout expliqué ». Puis l'enquêteur étala les images une par une, la lueur bleue brillante sur le sol, les traînées près de l'embrasure de la porte, les traces sur les murs. Il posa toujours la même question. « Comment expliquez-vous cela ?» Mais en réponse, il n'y eut que le silence. Sa stratégie était évidente. Maintenir sa défense jusqu'au bout, ne rien admettre. Parallèlement, Antoine Legrand était interrogé dans une autre pièce. Il niait tout. Il affirmait que sa relation avec Isabelle se limitait à des conversations téléphoniques, qu'il n'avait pas été chez elle et qu'il n'avait rien à voir avec la tragédie. Mais les enquêteurs disposèrent déjà des données des relevés téléphoniques. Ils montraient que son téléphone portable se trouvait à portée du domicile des Dubois, le soir du 14 octobre. Un imprimé avec des horodatage fut posé sur la table. Antoine le regarda d'abord et le rejeta d'un revers de main. C'est une erreur de système. Puis, l'enquêteur diffusa un enregistrement des caméras de surveillance du pont sur la Sambre. La nuit, une voiture qui ressemblait à la sienne. Il niait à nouveau. Les interrogatoires se sont déroulés en synchronisation. De nouvelles preuves ont été présentées à chacun d'eux. À Isabelle, on a montré des reçus d'un magasin de bricolage, une scie, des sacs, des produits de nettoyage. À Antoine, une liste détaillée des appels passés cette nuit-là. Progressivement, la tension a monté. Les enquêteurs comprenaient, la pression devait être globale. Ils ont construit l'image de telle manière qu'aucune échappatoire facile ne restait aux deux. Après quelques heures, Legrand fut le premier à céder. D'abord, il dit « Je suis juste passé chez elle quelques minutes ». Ensuite, qu'il avait vu Léo le soir dans le salon. Et finalement, lorsqu'on lui montra les photos avec le luminol, il baissa les yeux et dit « Oui, j'étais là. J'ai vu ce qui s'est passé. » Dans le procès-verbal officiel, cela paraissait sec. Antoine Legrand a modifié sa déclaration. Il a reconnu sa présence au domicile des Dubois le 14 octobre au moment du décès de Léo. Mais derrière cette formulation se cachait l'essentiel. L'amant secret, qui avait tout nié la veille, confirmait désormais. Il était sur les lieux au moment où tout s'est produit. Cet aveu a modifié le cours de l'enquête. Désormais, la police ne pouvait plus les considérer comme des figures isolées, mais comme deux participants à une même histoire. L'étape suivante était inévitable. Vérifier le rôle de chacun d'eux ce soir-là. Après les aveux de Legrand, les enquêteurs ont obtenu le droit de fouiller entièrement la voiture d'Isabelle. Le véhicule a été conduit dans un parking surveillé et chaque recoin a été examiné pendant plusieurs heures. Ils ont inspecté le coffre, les sièges, les tapis de sol, la boîte à gants. La plupart des objets étaient en ordre, une trousse de premiers secours, des documents, quelques vieux reçus d'achat. Mais dans la boîte à gants, ils ont trouvé ce qui est devenu la preuve décisive de toute l'affaire. C'était un ticket de caisse du magasin de bricolage Brico Plan It. La date indiquée, le 15 octobre 2011, c'est-à-dire le lendemain du jour où Léo avait été vu pour la dernière fois. À première vue, un bout de papier ordinaire, comme il peut y en avoir des dizaines dans une voiture. Mais lorsque l'enquêteur le déplia et lut la liste des achats, il devint clair que ce n'était pas un hasard. Sur le ticket, il y avait une scie à métaux, une pièce. Un paquet de sacs de gravats robustes, 10 pièces. 2 litres d'eau de Javel. Au total,
un peu plus de 50 €, pour des travaux de construction ou domestiques, un ensemble plus que spécifique. Mais dans le contexte de l'affaire, cela ressemblait à une liste d'articles directement liés à une tentative d'effacer des traces. L'achat a été documenté. Les experts ont immédiatement établi ces marchandises pouvaient être utilisées dans l'ordre qui se dessinait déjà dans l'affaire. D'abord, l'outil, puis les sacs pour l'emballage, puis les produits chimiques pour le nettoyage de l'appartement. Tout concordait avec les résultats de l'inspection du domicile, les données des expertises et les témoignages sur l'odeur piquante de chlore. Dans le rapport des experts de la police scientifique, cette découverte a été formulée ainsi. Ticket de caisse confirmant l'acquisition de marchandises susceptibles d'avoir été utilisées pour l'élimination de traces. Dans une situation normale, cela aurait été un document anodin, mais c'est précisément lui qui est devenu la preuve d'actes intentionnels. Après cela, les policiers n'avaient plus aucun doute. La version d'une disparition accidentelle ou d'un tragique accident s'était définitivement effondrée. Tout indiquait qu'après la mort de Léo à la maison, la propriétaire de l'appartement avait pris des mesures pour éliminer les conséquences. Le ticket de caisse est devenu la preuve qui reliait tous les éléments de l'affaire. Le comportement étrange d'Isabelle, les déplacements nocturnes, les traces de sang, les microparticules de tissu osseux dans la salle de bain et les aveux d'Antoine. Et maintenant, les enquêteurs avaient une base solide pour porter une accusation officielle. Ce jour-là, les enquêteurs avaient tout pour confondre Isabelle définitivement. Sur la table devant elle étaient exposés les éléments les plus importants, des photos du salon montrant une lueur étendue de luminol sur le sol et les murs, le rapport des experts confirmant la correspondance ADN, le ticket de caisse du magasin de bricolage où elle avait acheté une scie, des sacs et des produits chimiques, et le procès-verbal d'interrogatoire d'Antoine, dans lequel il avait déjà admis être chez elle la nuit de la disparition de Léo. Les enquêteurs comprenaient, elle n'avait plus de marge de manœuvre. Chaque version d'une disparition accidentelle ou d'une innocence s'effondrait sous le poids de ces documents. Mais ce qui les intéressait n'était pas seulement de savoir si elle admettrait les faits. Il était important de comprendre comment elle réagirait. Pour la police, la réaction psychologique d'un suspect est souvent tout aussi révélatrice que les mots eux-mêmes. Au début, elle ne réagit pas du tout. L'interrogatoire commença par une question directe. Confirmait-elle que Léo était bien à la maison le 14 octobre ? Elle ne répondit pas. L'enquêteur lui tendit les photos, la lueur du luminol sur tout le parquet, les traînées caractéristiques près de l'embrasure de la porte, les traces d'éclaboussures sur les murs. Le silence régna dans la pièce. Selon le procès-verbal, le silence dura environ 20 minutes. Ce n'était pas une confusion immédiate, mais une pause prolongée. L'enquêteur posait question après question, sur le bon, sur les appels, sur ses sorties nocturnes. Mais elle ne dit pas un mot. Pas d'objection, pas de tentative de justification, pas d'accusation contre la police. Elle fixait simplement la table sur laquelle étaient posés les documents. Un tel comportement était déroutant. Normalement, les suspects réagissent à ce stade. Certains se mettent à pleurer, d'autres accusent les enquêteurs de faire pression, d'autres encore s'accrochent désespérément à leur version. Ici, il n'y avait rien de tout cela, juste le silence. Quand elle commença enfin à parler, sa voix fut étonnamment calme. La voix était égale, sans emphase. Elle dit que Léo était tombé et s'était cogné la tête. Ensuite, selon ses dires, il n'avait plus respiré. Puis, elle ajouta. Antoine lui avait dit que c'était un problème, et elle s'était occupée de ce problème. Elle n'a pas précisé davantage. Elle n'a pas dit ce qu'elle avait fait. Elle n'a pas parlé de ce qu'elle avait ressenti. Elle n'a pas essayé d'expliquer pourquoi elle n'avait pas appelé d'ambulance. Pas un seul mot émotionnel, juste une constatation sèche des événements. Les enquêteurs ont consigné ses aveux dans le procès-verbal, mais la manière dont elle les a prononcés a laissé une impression non moins forte que les mots eux-mêmes. Pour les détectives expérimentés, l'absence d'émotion était le plus troublant. Ils ont constaté, son discours ne ressemblait pas à un aveu, mais plutôt à un rapport. Aucune repentance, aucune justification, aucun détail qui aurait pu atténuer son rôle. Pour l'enquête, cet aveu est devenu décisif. Il a comblé toutes les lacunes. Auparavant, les preuves pouvaient être discutées. Quelqu'un aurait pu dire que le bon du magasin était un hasard, que les traces de nettoyage s'expliquaient par son amour de la propreté. Mais maintenant, ses propres mots reliaient tous les éléments de l'affaire. Après cet interrogatoire, la ligne de l'enquête a changé. La tâche principale n'était plus de prouver le fait de la tragédie elle-même. Il fallait maintenant reconstituer toute la chaîne des événements qui ont suivi.
Les étapes qu'elle a entreprises, où elle était ces jours-là, ce qu'elle faisait la nuit, comment elle a tenté d'effacer les traces. L'interrogatoire a montré qu'Isabelle n'avait pas l'intention de se justifier ou d'expliquer ce qui s'était passé. Elle se distanciait des émotions, décrivant tout comme une série d'actions. Pour les enquêteurs, c'était un signal. Il y avait non seulement un travail à faire avec les preuves, mais aussi avec la psychologie, car dans ces mots, ce n'était pas le récit d'une tragédie, mais la formulation d'un problème qu'elle avait décidé d'éliminer. L'aveu a ouvert la possibilité de passer à la phase suivante, la reconstitution de ce qui s'est passé dans sa maison et en dehors, dans les 2 jours suivant la mort de Léo. Les enquêteurs ont rassemblé tout ce qui pouvait être prouvé par des documents et des témoignages, et l'ont transformé non pas en liste et marquage, mais en un déroulement temporel continu. Le résultat a été une feuille de route sèche d'heures et d'actions. Pas de dramaturgie, juste une séquence d'étapes vérifiées par une liste de preuves. Vendredi 14 octobre, 2e moitié de la journée. La maison de la rue de la Providence semble normale. Volets clos, ordre dans la cuisine, dans le salon. Le même parquet qui s'illuminera plus tard sous le luminol. Vers 5 heures du soir, selon Isabelle, Léo trébuche et tombe. Elle affirme qu'après l'impact, il n'a plus respiré. Antoine se trouve dans l'appartement à ce moment-là. Cela est confirmé par ses propres paroles ultérieures et les relevés téléphoniques. Des appels sont enregistrés entre eux pendant cette période. Puis, le silence, caractéristique d'une situation où les gens sont à proximité immédiate. Rien n'est éparpillé dans le salon et cela sera également inclus dans la reconstitution. Il n'y a pas de traces de lutte, mais plus tard, des éclaboussures et de larges traînées seront visibles près de l'embrasure de la porte, précisément là où Moreau avait remarqué la zone trop propre. Vers 5h30 du soir, Antoine s'en va. C'est ce qu'il a déclaré lors de l'interrogatoire. Les données téléphoniques montrent un mouvement. Son téléphone portable quitte la cellule de la station de base près de la maison des Dubois. Ensuite, une courte série de conversations entre eux, espacée de quelques minutes. C'est ce va-et-vient nerveux qui caractérise souvent les heures qui suivent un choc. Les appels sont interrompus, repris, puis se taisent à nouveau. Plus tard, il admettra qu'il a qualifié l'événement de problème et a exigé d'Isabelle de s'en occuper. Dans les dossiers, cela restera une formulation sans émotion, mais pour la chronologie, autre chose est plus important. Après son départ, la partie isolée de la maison commence. Les fenêtres sont bâchées, le soir, il y a une odeur de chlore plus forte que d'habitude, et le salon est nettoyé à fond, la nuit du vendredi au samedi. Le téléphone d'Isabelle est silencieux la plupart du temps. Pas d'appels aux urgences, pas de demande d'aide aux voisins. Pour les enquêteurs, ce n'est pas un espace vide, mais une pause importante dans laquelle s'inscrit le premier cycle de nettoyage. Le parquet présentera plus tard de larges zones de récurage, et l'odeur chimique persistante sera notée comme une entrée distincte dans le rapport de Moreau. Les voisins ne voient personne. La lumière du salon ne reste pas longtemps allumée, puis la pénombre. Samedi, 15 octobre, matin, la voiture d'Isabelle roule sur la route de Mons, vers le Brico Plan It. C'est le seul épisode qui relie ses actions dans l'appartement à un achat concret. Le caissier scanne le ticket. Une scie à métaux, une pièce, des sacs de gravats, 10, de l'eau de Javel, 2 litres. Elle paie en espèces. Pas de carte de réduction, pas de traces bancaires. Le papier, retrouvé plus tard dans la boîte à gants, deviendra pour le procureur cet objet du quotidien qui se transforme en preuve directe. Dans la reconstitution, ce trajet n'occupera que quelques lignes, mais son importance est des plus graves. Tous les objets achetés s'inscrivent logiquement dans ce qui est trouvé et documenté dans l'appartement. Samedi, jour et soir. La maison est de nouveau fermée. Dans le salon, une propreté presque stérile. Les photos sous luminol montreront plus tard, il y a beaucoup de traces, et elles sont dispersées de manière chaotique, particulièrement dense à certains endroits. Sur le seuil de la porte, une tache lumineuse de traitement intense. La chaîne de preuves nous mène ensuite à la salle de bain. Des microparticules de tissu osseux humain sont trouvées dans le siphon. Ce n'est pas une conjecture ni une supposition, une formulation de laboratoire sans ambiguïté. Pour la reconstitution, cela suffit. Au cours de la journée de samedi, un travail a eu lieu dans la salle de bain, après quoi l'eau de Javel et des rinçages multiples ont été nécessaires. Pas d'évaluation, seulement des faits tirés des rapports. Dimanche, 16 octobre, jour. Il n'y a presque pas d'activité extérieure, pas de visite, pas d'appels aux services d'urgence. Vers le soir, l'image change. De courtes connexions avec Antoine apparaissent vraiment dans les journaux téléphoniques. Et vers la nuit, un mouvement de véhicule est enregistré.
Ce n'est plus une supposition. Des caméras sur les ponts de la Sambre enregistrent le passage d'une voiture correspondant à la marque et à la couleur, en direction de la zone industrielle. L'éclairage y est faible, tout autour, des entrepôts abandonnés et de rares lanternes le long du quai. Dans la reconstitution, cela sonne simplement. La voiture part tard le soir, revient après un certain temps, puis répète le trajet, 2 fois dans une nuit. La caméra ne voit naturellement pas le contenu de l'habitacle, mais ce n'est pas non plus nécessaire pour la conclusion sur l'itinéraire. Ce qui est plus important, ce sont les mouvements eux-mêmes, le temps et la répétition. Lundi, 17 octobre, tôt le matin à la maison. Silence, et à 9h15, un appel à la police. Isabelle déclare que Léo n'est pas rentré de l'école, la veille. Le dimanche sonne dans cette formulation comme un appui sur la routine habituelle, mais la vérification détruit la construction. Le dimanche, il n'y a pas de cours. La présence a été enregistrée pour la dernière fois le vendredi. Pour notre feuille de route, cela signifie une chose. Le moment de la disparition a été délibérément décalé. Le dimanche vide a été inséré comme un tampon entre le vendredi et l'appel à la police. Dans le résumé de Moreau, ce détail est noté sèchement et sans commentaire. Il permet cependant de relier les sorties nocturnes au début public de la recherche qui a suivi. Après cela, la chronologie est déjà connue de tous, mais ici, elle gagne en densité. Le soir du 17, les premiers reportages apparaissent à la télévision locale. Isabelle demande l'aide des citoyens. Des volontaires impriment des tracts, les voisins sortent avec des lampes de poche. Au même moment, au sein du département, une confrontation a lieu entre ce que les experts de la police scientifique savent et ce que les habitants voient. Le luminol et le laboratoire transforment le salon trop propre en une carte des itinéraires sur le sol et les murs, et l'école du dimanche en une incohérence évidente. La reconstitution ne saisit pas les émotions, mais le mouvement. Vendredi, chute et arrêt respiratoire. Soir, départ d'Antoine. Samedi, achats et travail dans la salle de bain. Nuit de dimanche, 2 trajets vers la zone industrielle de la Sambre. Lundi matin, signalement à la police avec une fausse date. Pour ne laisser aucune zone d'ombre, les enquêteurs parcourent cette ligne plusieurs fois. Ils confrontent l'heure de l'achat avec le ticket de caisse et la vidéosurveillance à la caisse, vérifient la consommation de carburant à l'aide des relevés électroniques, recueillant les mouvements du téléphone via la carte de l'opérateur. Dans la maison, les seuils et les plaintes sont de nouveau traités. La lueur mène aux portes et disparaît dans le couloir, comme si quelqu'un avait soigneusement effacé les traces. Dans la salle de bain, le siphon est retiré. Des microparticules confirment la version des rinçages. Sur les ponts de la Sambre, l'horodatage est précisé. Les trajets se déroulent au cœur de la nuit. Cette concordance n'est pas un artifice artistique, mais un ajustement mathématique du temps aux preuves. Toute la reconstitution est faite sur un ton, pas de supposition au-delà de ce qui a déjà été établi. Il n'y a pas de description de ce qu'elle pensait ou ressentait. Il n'y a que des étapes étayées par des documents. Et sous cette forme, l'image est sensiblement plus lourde que n'importe quelle version émotionnelle. Car ce n'est pas un récit tiré des mots d'un participant, mais un schéma dans lequel chaque flèche est soutenue par des faits, la lueur du luminol, la concordance ADN, des particules dans le siphon, un ticket de caisse avec une date exacte et une liste d'achats, des itinéraires nocturnes selon les caméras, l'appel à 9h15 avec la fausse indication de l'école du dimanche. Cette ligne ne laisse aucune place aux coïncidences. La séquence des actions est cohérente et réfléchie. D'abord, la tentative d'effacer les traces dans le salon, puis l'achat d'outils et de matériel d'emballage. Ensuite, le travail dans la salle de bain et les rinçages multiples. Enfin, les trajets nocturnes vers les zones industrielles et le début matinal de la recherche, présentés comme une disparition après les cours. C'est ainsi que se présente la structure de l'affaire, lorsqu'on lui enlève les émotions et qu'on l'assemble dans un ordre strict d'heures et de jours. La formulation officielle est brève. L'enquête a reconstitué la séquence des événements dans l'appartement de la rue de la Providence et les actions ultérieures de dissimulation. Mais pour l'observateur, autre chose est plus important. On voit où la version quotidienne se termine et où commence cette série de pas qui ne peuvent s'expliquer autrement. Après cela, il ne reste plus qu'à ancrer légalement cette chronologie et à répartir les rôles. Qui a poussé, qui a quoi, qui a pris les décisions et comment il les a mises en œuvre. C'est ce que traitera la prochaine phase de l'enquête. Une fois les dossiers d'enquête rassemblés, l'affaire est passée au niveau juridique. Tout ce qui, pour les enquêteurs, s'était assemblé en une chaîne d'événements
s'est maintenant transformé en page d'un dossier pénal, en article du Code et en accusation concrète. Le procès a commencé en mai 2013. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était complètement différente de celle de la salle d'interrogatoire ou de la scène de crime. Ici, on ne discutait pas de l'odeur de chlore et des cartes du luminol. Ici, on parlait le langage des formulations sèches. Homicide involontaire, atteinte à l'intégrité de cadavre, entrave à la justice. Chaque détail de l'enquête est devenu un paragraphe de l'acte d'accusation. Le parquet s'est appuyé sur l'ensemble des preuves, des photos, des expertises, des reçus de caisses retrouvés, les aveux d'Antoine et les propres paroles d'Isabelle. Dans son discours, le procureur a souligné que les actions après la tragédie étaient conscientes. L'achat d'outils, la dissimulation des traces, les trajets nocturnes vers la zone industrielle. Tout cela excluait la version d'un accident. La défense, en revanche, a insisté sur autre chose. Les avocats d'Isabelle ont fait appel aux expertises de psychiatres qui ont diagnostiqué chez elle un trouble dissociatif. Selon eux, elle n'a pas agi en pleine conscience, mais dans un état d'effondrement psychique, provoqué par la panique et la pression de Legrand. Cela n'annulait pas les faits, mais devait, selon la défense, atténuer la peine. Antoine, quant à lui, a tenté de minimiser son rôle. Il a affirmé n'avoir pas été directement impliqué dans ce qui s'est passé après la mort de Léo, mais seulement avoir eu peur pour sa famille et sa réputation. Mais les relevés téléphoniques et ses propres déclarations modifiées ont montré le contraire. Il savait ce qui s'était passé et est parti consciemment, laissant tout à Isabelle. Le tribunal a entendu des experts, des témoins et des proches. Il a écouté les arguments de la défense et de l'accusation. Mais le résultat résonnait déjà en termes juridiques. Isabelle Dubois a été reconnue coupable d'homicide involontaire, d'actes de dissimulation et d'entrave à la justice. La sentence, 20 ans de prison. Antoine Legrand a reçu une peine plus légère, 5 ans de prison pour non-assistance à personne en danger et pour participation à la dissimulation des preuves. Ces chiffres ont marqué la conclusion du procès. Mais l'histoire ne s'est pas terminée avec l'énoncé du verdict. La question de savoir où s'arrêtait la culpabilité d'Isabelle et où commençait l'influence d'Antoine est restée ouverte et a été débattue par la société longtemps après la clôture de l'affaire. L'histoire d'Isabelle Dubois s'est formellement achevée dans la salle d'audience. Le verdict a été prononcé, les peines fixées, la partie juridique de l'affaire a été close. Mais dans de telles histoires, le point final juridique ne coïncide jamais avec le point final humain. Il reste des conséquences qui ne peuvent être traduites en pages de procès verbal. La maison de la rue de la Providence est restée scellée longtemps après l'arrestation de sa propriétaire. Des voisins ont raconté que pendant plusieurs mois encore, des gens du parquet s'y rendaient, emportaient les dernières affaires et procédaient à de nouvelles vérifications. Puis, la maison a été mise en vente, mais personne n'a osé l'acheter. Juridiquement, la propriété a changé de main. Mais en fait, le bâtiment est toujours vide. Pour les habitants du quartier, elle est devenue un souvenir de la tragédie, de ce qui s'est passé derrière les rideaux clos. Les gens essayèrent de l'éviter, et les enfants ont même cessé de jouer dans cette rue. L'histoire a également trouvé une suite sur Internet. Sur les réseaux sociaux, dans les groupes où des photos de Léo avaient autrefois été publiées avec une demande d'aide pour le retrouver, des centaines de commentaires sont restés. Seul le ton a complètement changé. Au lieu de soutien, il y avait des malédictions et des accusations contre Isabelle. Les mêmes voisins qui lui avaient apporté de la nourriture les premiers jours écrivaient maintenant qu'ils avaient toujours ressenti quelque chose d'inquiétant. La confiance qu'il avait initialement transformée en symbole d'un malheur commun s'est retournée contre elle, en mépris public. Pour les enquêteurs, l'affaire était classée, mais au sens matériel, elle est restée inachevée. Après les aveux d'Isabelle et d'Antoine, la police a mené des recherches dans la zone industrielle et à la décharge. Des technologies ont été utilisées. Des conteneurs ont été vérifiés, des dizaines de tonnes de déchets ont été tamisés. Mais les restes de Léo n'ont jamais été retrouvés. C'est précisément ce fait qui a laissé un vide béant dans l'histoire. Les verdicts sont prononcés, les coupables condamnés, mais la famille du garçon n'a jamais eu la possibilité d'inhumer ses restes. Cela signifie que, ni chez les proches, ni dans la société, le sentiment que la justice a été pleinement rendue n'a émergé. Cette histoire est devenue un exemple de la façon dont une affaire criminelle formellement close continue de vivre dans la mémoire des gens. La maison de Marcinelle, toujours vide. Les réseaux sociaux, où les commentaires ne sont pas supprimés et où le nom d'Isabelle reste un symbole de trahison. Et l'absence du plus important,
la confirmation que Léo a trouvé sa dernière demeure.